Bon Gilles, on se retrouve à l'hôtel Molitor. Il y a 4 ans, vous aviez convoqué Tennis Actu pour nous annoncer votre candidature, C'est reparti pour un tour en 2024. Oui, alors c'est pas vraiment une convocation, je me permets pas, mais oui, effectivement, on est à la fin d'un mandat qui fera un tout petit peu moins de 4 ans, du fait du décalage de l'élection de l'Assemblée générale en 2021. Oui, on est reparti parce qu'en fait, on considère que le travail qu'on a effectué est pas terminé, et même si le travail a porté ses fruits, on y viendra peut-être dans le détail, mais l'idée c'est de continuer, de prolonger le travail effectué sur les tas de domaines, auprès des clubs, auprès des écoles de tennis, auprès du développement des différentes pratiques de la fédération, le paddle, le paratennis, le beach tennis, le pickleball demain. Ouais, on estime qu'on n'a pas fini et qu'il y a encore du travail à faire et qu'il est important aussi d'avoir pour notre fédération une certaine stabilité dans les projets, et c'est la raison pour laquelle c'est toute une équipe, c'est pas simplement une personne candidate, mais c'est une équipe qui est derrière. Ça serait quoi le bilan là aujourd'hui? Si Gilles Moreton devait faire son bilan de son premier mandat, ça serait lequel? C'est avant tout d'abord de la fierté d'avoir un collectif autour de moi. Si on remonte il y a 4 ans, on était une cinquantaine à avoir bâti un projet qui s'appelait Ensemble pour un autre tennis. On avait vraiment des idées. On est venu pas simplement la fleur au fusil pour être sur la photo, mais on est venu parce qu'on avait envie d'aider le tennis. On avait des idées et on les a appliquées, on les a mises en application. On arrive dans une situation hyper délicate en 2021. La fédération perd 92 millions d'euros. On a 930 000 licenciés. On perd des licenciés depuis 15 ans, donc la situation est pas jolie. Et puis il y a le Covid. Il y a une certaine morosité, et là-dessus, on regarde le bilan au bout de 4 ans. Le bilan au bout de 4 ans, c'est d'abord 1 170 000 licenciés. On vient de terminer la saison 2024 fin août. Des finances à la fédération qui sont restaurées, avec un résultat net de 30 millions d'euros depuis déjà 2 ans, une MBA de 60 millions d'euros. Donc voilà, on est fiers de ça, et puis on est fiers aussi de la santé de nos clubs, la santé des pratiques qu'on a mis en avant, qu'on a mis en lumière. Je pense au padel qui existait depuis 2014, mais qui était un peu étouffé. Et puis le paratennis également, où on a fait des tas de choses. Enfin voilà, le bilan global, il est satisfaisant. Et je dirais que la plus grande satisfaction, elle est dans l'humain. Parce qu'on a été élu il y a 4 ans avec 62% des voix, ce qui était pas mal, contre un candidat sortant. Et là, quand on réunit les troupes des élus et des délégués qui ont affiché leur couleur unie pour notre fédération, on est 80%. C'est comme ça. Et quand on connaît le mode de fonctionnement de nos élections, dans les territoires, dans les comités départementaux, il y a dans 95% des cas un seul candidat. Donc il n'y aura pas une surprise. Il y a des matchs, effectivement, à droite, à gauche, où il y a 2 listes. Mais ça, c'est la réalité. Et la réalité, elle est importante pour moi, cette fierté dans l'écosystème. Parce que ces gens-là, ces 80%-là, m'ont vu fonctionner pendant 4 ans. Ils m'ont vu sur le terrain, ils m'ont vu proposer des choses, ils m'ont vu discuter, échanger, partager. Et ceux-là sont les vrais, sachants tennis qui, au quotidien, bénévolement aident leur club, leur comité départemental ou leur ligue. Ça, c'est une véritable satisfaction pour moi, qu'on ait pu acquérir, convaincre des gens qui étaient dans l'opposition il y a 4 ans et qui maintenant se sont alignés derrière, unis pour notre fédération, derrière un groupe. Et puis fier aussi d'une centaine de bénévoles qui ont travaillé sur un programme que je vais, je l'espère, te présenter rapidement maintenant. Oui, justement, le cap pour la suite, s'il y avait 3 points à dégager, ça serait lesquels? Alors, il y a 2 choses. D'abord, les 3 points, c'est important, c'est consolider ce qu'on a fait depuis 4 ans. C'est fédérer, continuer à fédérer, c'est le rôle d'une fédération, ça paraît évident, mais le rôle d'un président, c'est de fédérer, de rassembler. Et puis derrière, de poursuivre le développement qui a été le nôtre, parce qu'on est dans une trajectoire de progrès, et cette trajectoire, il faut la continuer. 4 gros piliers importants dans cette fédération. D'abord, les clubs et les licenciés. On a fait beaucoup
On a innové dans plein de domaines, hein, les 3 € par licence, l'aide au club, la proximité, le Tour de France qu'on a créé, les 3000 clubs que j'ai pu rencontrer, les 4000 dirigeants, enseignants et bénévoles que j'ai pu voir sur le terrain pendant ces 4 années. Tout ce qui touche à la RSE, tout ce qui touche à la modernisation de nos écoles de tennis, au projet club, tout ce qu'on a mis en place dans le détail qui se voit pas beaucoup, mais qui est un travail colossal d'accompagnement de nos dirigeants et de nos enseignants sur le terrain. Ça, c'est le premier pilier et c'est le plus important. Les clubs et les licenciés, c'est 99% de la préoccupation d'un président. On est une fédération de clubs et de licenciés. Le haut niveau, on y viendra tout à l'heure, mais c'est 1%, à peine 1%. En revanche, c'est vrai que c'est souvent 99% de la visibilité. Le deuxième pilier, ce sont nos pratiques. Quand je suis arrivé, on était très monoproduit, tennis. On reste tennis. Le tennis reste notre colonne vertébrale et la priorité de la Fédération française de tennis. Mais on a de nouvelles pratiques émergentes. On a sorti le padel des tiroirs. On a développé le beach tennis. On a le pickleball qui arrive, le paratennis est une pratique importante pour la fédération qui couvre d'abord le tennis fauteuil, les sourds à malentendants, où nous sommes champions du monde, et le blind tennis, le tennis pour les malvoyants ou les non-voyants. Eh bien ça, ce sont ces pratiques-là. Et puis la dernière pratique de la Fédération française de tennis, c'est la courte paume, qui reste l'ancêtre avec le jeu de paume de notre fédération et auquel on doit bien évidemment s'occuper. Ça, c'est le deuxième pilier, hein, les pratiques. Le troisième, j'en parlais tout à l'heure, c'est le haut niveau. C'est important parce que c'est une vitrine. Un travail colossal a été fait et je dirais que c'est aussi une satisfaction. On est arrivé sur un projet à aligner l'ensemble des présidents de ligue, malgré parfois quelques oppositions, l'ensemble des présidents de ligue a validé le programme que nous mettons en place depuis 3 ans. Le parcours vers le haut niveau, le rôle de nos ETR, nos équipes techniques régionales, qui pour nos CST, conseillers sportifs territoriaux, entraîneurs fédéraux, CTR, ont un programme et des fiches de mission qui sont très très précises. Beaucoup plus de temps sur le terrain à entraîner nos 7, 8, 9 ans, la modernisation de l'école de tennis. Tout ce travail a été effectué avec la création de CFE, centres fédéraux d'entraînement, des lieux où les jeunes, au moment où ils doivent quitter leur club parce qu'ils jouent beaucoup et qu'ils ont besoin de s'entraîner beaucoup plus, peuvent basculer sur un centre fédéral d'entraînement, qui est donc un lieu d'entraînement départemental ou ligue, et qui est important. La création d'un véritable patron du haut niveau dans chacune des régions, avec les directeurs fédéraux de la performance, qui ont mission de piloter réellement les projets jusqu'au U14. Hein. On a fait attention à ce qu'on ne se disperse pas sur le territoire avec nos équipes techniques régionales et qu'on se concentre sur les moins de 14 ans. Sachant qu'au-delà de 14 ans, nous avons ce qu'on appelle les parcours associés. Nous finançons près de 116 jeunes qui sont au-delà de l'âge de 14 ans et qui ne sont pas dans le Centre national d'entraînement de Poitiers ou à Roland-Garros maintenant. Ça aussi, c'est une nouveauté. Hein. Pour des 15-17 ans, on a aujourd'hui à Roland-Garros, à côté de Roland-Garros, pardon, au CNE, on a 9 garçons et 3 filles. Ça, c'est tout nouveau. Hein. C'est sous la coupe maintenant d'Ivan Lubicic qui a apporté à la fois son expérience de numéro 2 mondial, mais aussi son expérience du haut niveau avec Roger Federer. Et tout ça nous permet de déceler, d'accompagner les jeunes vers le parcours, vers le haut niveau, avec plus de responsabilisation pour les jeunes, et puis un accompagnement, la volonté qui est, et on m'entend souvent dire la même chose, le projet d'être un grand champion, ça ne peut pas être un projet fédéral. Ça doit être un projet personnel, un projet individuel. Nous, fédération, on a fait notre travail quand on a formé, quand on a mis sur la rampe de lancement les jeunes, mais c'est à eux après de se prendre en main. On les accompagne encore financièrement, mais le choix de se structurer, d'avoir un préparateur physique, un préparateur mental, d'avoir un entraîneur et de se lancer à 100% dans le Grand Blin, ça ne peut être que le choix individuel d'un joueur ou d'une joueuse. Et actuellement, eh bien, sur le haut niveau, on peut être satisfait aujourd'hui des résultats que nous avons avec des jeunes émergents, que ce soit bien évidemment Arthur Fils, Lucas Van Hache, Giovanni Mpecci, mais aussi chez les filles avec Clara Burel, Diane Paris, qui ont un véritable potentiel
sur lesquels on croit beaucoup, on a beaucoup d'ambition et on a la volonté de les aider et les accompagner dans leur développement sans occulter vraiment le parcours qui peut être un parcours individuel de choix d'aller s'entraîner auprès d'académies, auprès de privés. C'est le cas d'ailleurs actuellement. On a énormément de nos projets qui sont des projets non pas entraînés par la fédération. Je vais prendre l'exemple de Moïse Kouamé qui est arrivé, qui était chez Justine Hénin dans son académie en Belgique, qui est venu s'entraîner au CNE, qui garde son entraîneur. C'est le cas de Daphné Mpetshi aussi, qui a son entraîneur et qui est venu au CNE avec son entraîneur de Lyon. Et puis d'autres qui ont fait un choix d'entraîneur à l'étranger. Je pense à Gabriel Debru, qui a gagné Roland-Garros Junior il n'y a pas très longtemps et qui a fait le choix d'aller chez Piatti, en Italie, pour s'entraîner. Et je pense que c'est un bon choix. Donc voilà, on est vraiment sur la volonté d'orienter vers le projet individuel. Donc ça, c'est le troisième pilier qui est ô combien important. Et puis le dernier pilier pour notre fédération sont nos grands événements. On a la chance d'être propriétaire de nos événements. Peu de fédérations ont cette capacité-là, que ce soit Roland-Garros, que ce soit le Rolex Paris Masters, que ce soit le Greenwich Paris Major en padel. Eh bien, nous sommes propriétaires de nos événements. Et puis, grâce à l'héritage de ce stade Roland-Garros qui est absolument magnifique, somptueux, eh bien, on a lancé le stade à l'année. On a un stade qui vit à l'année avec des événements. On a eu du basket, on a eu du beach volley, on a eu du breakdance, on a eu la fête de la musique, sans pour autant aller vers une salle de spectacle ou concurrencer une salle de spectacle. Quand on prend l'exemple de notre stade, entre bien maintenant, à la fin du Greenwich Paris Major de padel, il y a rien, il y a aucun événement jusqu'au mois d'avril. On va garder notre stade parce que nous ne sommes pas un stade couvert totalement. On a un toit sur le Suzanne Lenglen et le Philippe Chatrier, mais le stade n'est pas couvert totalement. Donc on n'aura pas d'événement jusqu'en avril. Et puis à partir d'avril, eh bien Roland-Garros reprend ses couleurs ocre de la terre battue. Et là, nous préparons le tournoi de Roland-Garros. Donc avril, mai, juin, c'est du tennis à Roland-Garros. On accueillera encore tous les championnats de France à Roland-Garros entre les mois de juin, juillet et peut-être août. Les championnats de France de jeunes, de paratennis qui auront lieu à Roland-Garros, de Senior Plus. Je crois que c'est un rêve pour tout joueur de tennis dans son club de venir jouer une fois à Roland-Garros. Donc on maintiendra ces événements et peut-être que, à l'intérieur de ce calendrier très tennis, on aura peut-être des événements qui nous semblent importants aussi pour la fédération et pour Roland-Garros en termes d'inclusion. On permet aussi à d'autres sport de venir s'exprimer dans un cadre exceptionnel qu'est le stade Roland-Garros. Donc voilà un petit peu pour les grands événements que nous souhaitons maintenir à l'intérieur du stade. Et donc ce sont les 4 piliers importants, les clubs et les licenciés, nos différentes pratiques, le haut niveau et les grands événements de la fédération. Alors vous l'avez dit, on parle du haut niveau, c'est la vitrine de la FFT. Si on regarde bien, il y a plus de DTN là depuis les Jeux. Il y a un DTN qui va arriver. Comment ça va s'organiser maintenant pour la suite? Alors d'abord, il y a un ministre qui vient d'arriver. Donc on a eu une période un peu compliquée où on savait pas très bien avec le gouvernement. Donc c'était important d'attendre que le nouveau ministre arrive et prenne ses fonctions. On est à 2 mois des élections. On a une DTN qui fonctionne aujourd'hui parfaitement bien avec identifié un parcours vers le haut niveau dans les territoires avec un responsable qui s'appelle Patrick Vergne, qui est un cadre d'État et qui connaît parfaitement nos territoires et qui fait un travail remarquable. On a un responsable du haut niveau qui est Ivan Lubicic avec aujourd'hui la mise en place d'un programme auprès des 15-17 et puis en accompagnement de nos joueurs aujourd'hui sur le circuit. De l'autre côté, la formation fonctionne remarquablement bien avec Pierre Chéret et le lift. Et puis ensuite, le développement de la pratique, le travail que nous faisons au quotidien auprès des clubs avec Daniel Courcol qui fonctionne également très bien. Donc il n'y a pas d'urgence aujourd'hui. On va attendre forcément les élections. Il est important aussi qu'on tienne compte des élections futures et puis la mise en place d'une nouvelle équipe probablement. Vous avez réussi à convaincre Ivan Lubicic de rester parce qu'il voulait partir après les Jeux. Ouais, je pense qu'il a le caractère qui va bien avec son parcours, un parcours qui est
qui a été compliqué, né en Bosnie, traversé la Serbie en période de guerre, hébergé en Croatie, entraîné en Italie. Voilà, il a eu un parcours compliqué. Il est, de par ses résultats et sa capacité à entraîner le meilleur joueur du monde, il a des exigences et il a à un moment donné assumé des responsabilités qu'il a jugées sur un événement comme les JOP. Moi, je trouve que c'est très noble de sa part. C'est un bon signal. Bien évidemment, il est maintenu dans ses fonctions. Maintenant, c'est pas pour ça que ses remarques ne sont pas prises en considération. Et je crois que voilà, on tiendra compte des remarques qui ont été effectuées pour continuer à évoluer, à faire progresser notre DTN. Pour revenir au niveau, c'est la vitrine. Et si je vous dis qu'on s'inquiète un petit peu sur parce que pas de médaille aux Jeux Olympiques. Sur les grands chelems, c'est à chaque fois poussif, où il faut croiser les doigts pour qu'il y ait un Français en deuxième semaine. Comment vous analysez tout ça? Parce qu'on s'inquiète un peu. Ouais, je crois que d'abord, il faut faire preuve de patience. On a eu d'abord, on quitte une génération de joueurs d'exception. Je vais parler des trois très grands, Nadal, Federer, Djokovic, qui ont accaparé pendant des années toute la lumière de nos très bons joueurs, parce qu'on avait derrière ces joueurs-là des Gaël Monfils, des Gilles Simon, des Joe Tsonga, des Richard Gasquet, qui ont fait des parcours assez intéressants. Les quatre, à un moment donné, étaient dans les 10 meilleurs joueurs du monde. Donc il ne faut pas oublier ça. Il ne faut pas oublier non plus que chez les femmes, on a eu 3 grands chelems. On a gagné 3 grands chelems avec Marie Pierce. Alors c'était en 2000, avec Marion Bartoli, avec Amélie Mauresmo. Voilà, on parle souvent de Yannick Noah en 83. Et on n'a pas que Yannick Noah. On a eu nos femmes qui ont gagné des grands chelems. Bon, maintenant, les joueurs d'exception et les génies comme Alcaraz ou comme Sinner, j'aimerais bien qu'on en ait. On a aujourd'hui de très bons jeunes joueurs qui vont peut-être demain se révéler. La précocité chez Alcaraz et chez Sinner est assez exceptionnelle. On aimerait bien. Maintenant, il n'est pas exclu que, comme on voit jouer actuellement Arthur Fils, je le prends parce que dans le dernier tournoi à Tokyo, il a battu 4 joueurs de suite dans les 20 meilleurs joueurs du monde. Il a battu Zverev il n'y a pas très longtemps, juste avant les Jeux Olympiques. Je regrette effectivement que sur les Jeux, il n'y ait pas eu d'exploit, il n'y a pas eu de contre-performance. On n'a pas contre-performé. Peut-être, hormis Caroline Garcia qui a perdu en dessous de son classement, les autres ont perdu contre plus fort qu'eux. Donc, on peut le regretter parce que c'était à Paris, mais aujourd'hui, il n'y a pas péril en la demeure. Je crois que la fédération se porte bien. Il y a beaucoup de jeunes qui poussent. Il y a une émulation surtout. Chez les garçons, plus que chez les filles. On aimerait que la densité soit encore plus forte chez les filles. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle, tout à l'heure je le disais, en accord avec l'ensemble des présidents de ligue, nous avons mis l'accent sur la formation des moins de 10 ans pour justement augmenter la base de notre pyramide et avoir peut-être demain plus d'opportunités pour avoir un Alcaraz. Je reviens sur Alcaraz parce que pour moi, il présente des qualités absolument exceptionnelles. Mais peut-être qu'on en a un en France qui va arriver et qui va exploser. Vous parliez de Joe Tsonga. Gilles, il n'a pas été tendre là ces derniers temps, Joe Tsonga. Comment vous prenez ça? Comment les critiques sont un peu dures à votre égard? Ouais, alors je ne sais pas si elles sont à mon égard, mais d'abord j'ai énormément de respect pour le joueur qui a été Joe Wilfried Tsonga. Moi j'ai vraiment adoré son jeu, son style de jeu. Maintenant il est rentré dans une vie professionnelle où le business est important, il a des affaires, il faut qu'il fasse tourner ses affaires, je le comprends. La seule chose, moi, que je rectifierais, c'est que ça touchait, et j'en ai parlé tout à l'heure, la capacité que nous avons, nous, à travailler avec tout le monde. Aujourd'hui, et c'est ce que nous faisons concrètement, il a des jeunes joueurs, Maë Malige, que vous ne connaissez pas, et dans son académie à la All-In, est financé par la fédération. Il y a d'autres joueurs aussi qui sont dans d'autres académies, chez Moratoglou. Donc c'est très bien. Ne nous lançons pas dans ce type de procès. On a besoin de tous œuvrer ensemble pour avoir un grand champion ou une grande championne demain. Et moi, je serais ravi que ce grand champion ou cette grande championne ait été formé dans une académie ou ailleurs. En revanche, le constat qui est sûr, c'est que tous les joueurs qui sont passés par le très haut niveau ont tous été formés par la Fédération française de tennis, ont été formés dans nos clubs,
par des comités départementaux, par des ligues. Certains sont restés d'ailleurs, avec des joueurs. Joe d'ailleurs lui-même a été entraîné par Eric Vinogradski, financé par la fédération. Il a bénéficié d'un grand nombre de wildcards, colossal. On estime, je ne vais pas parler de montant, mais l'aide qui a été apportée à tous les joueurs est très très importante. Un jour peut-être, je présenterai, et je leur ai dit d'ailleurs individuellement, je leur ai dit, mais n'oubliez pas que vous avez été aidés tous par la fédération en donnant précisément le nombre de wildcards qui sont donnés. La wildcard à Roland-Garros, vous savez ce que ça représente pour un jeune joueur. Quand on connaît le montant des prix distribués à Roland-Garros, et bien quand on aide un joueur, quand on lui donne une wildcard, on lui donne l'opportunité de se réaliser dans un grand chelem, mais aussi on lui donne financièrement une somme d'argent importante. Alors n'oublions pas ça, travaillons ensemble tous pour le tennis et pour le bien du tennis. Vous parlez de l'humain, vous avez parlé de l'humain. Là aujourd'hui, quand on entend toutes les critiques sur la Fédération française de tennis, c'est votre faute, c'est de l'acharnement, comment on l'explique ? C'est tout simple, je vais répondre. D'abord, on a parlé d'humain et l'humain est perfectible, donc on a fait de très très belles choses pendant ce mandat, puis il y a eu quelques erreurs, probablement. En revanche, il y a une dimension que moi je n'apprenais pas réellement dans le monde du sport, c'est la dimension politique. La première chose qui m'est arrivée quand je me suis lancé dans les élections, alors je parle de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une diffamation. Aujourd'hui, il faut savoir que j'ai été diffamé, j'ai attaqué mon adversaire et j'ai gagné. Il a été condamné par la justice française. Là, maintenant, nous avons encore 2 attaques en diffamation. On ira devant le tribunal correctionnel. On ne lâchera rien. Donc, si on prend les affaires dont vous parlez, et je n'ai pas du tout envie d'éluder ces sujets, le parquet national financier, j'ai déjà été attaqué avant mon élection sur des histoires de billetterie. J'ai été attaqué. J'ai même été mis en haut de l'affiche. Et derrière, le parquet national financier a rendu un jugement classé sans suite, absence d'irrégularité, absence totale d'irrégularité. Le problème, c'est que quand vous lisez ça prend une demi-ligne en bas d'un journal. Vous êtes un média, vous préférez les grands titres, eh bien c'est comme ça. Il faut vivre avec, il faut accepter ça. Je l'accepte, malheureusement. Si je prends d'autres, je pourrais citer d'autres exemples, mais malheureusement, c'est le monde dans lequel on est. Malheureusement aussi, c'est l'utilisation derrière les réseaux sociaux de tout et n'importe quoi. La dernière en date, eh bien, j'ai été obligé, je dépose plainte devant le tribunal correctionnel la semaine dernière de quelqu'un qui, derrière probablement son écran, écrit quelque chose qui n'est pas acceptable. Et je pense qu'on devrait être un petit peu plus digne pour notre fédération. Alors que l'on m'attaque moi aujourd'hui, mais moi je préférerais que dans cette campagne électorale, on ait un débat d'idées, pas un débat de personnes, un débat d'idées. Moi aujourd'hui je viens avec un bilan. On peut rentrer, j'aimerais bien qu'on rentre un petit peu dans ce qui a été fait dans les clubs, sur le tennis féminin, sur la RSE, sur nos bénévoles. On a fait énormément. Sur la billetterie de Roland-Garros, sur l'événement, l'arrivée à la tête de nos 3 tournois, d'Amélie Mauresmo d'un côté, de Cédric Pioline sur le Rolex Paris Masters, de Arnaud Di Pasquale sur le Greenwiz Paris Major en padel. La progression qu'on a eue, le nombre de licenciés, l'aide au club. L'aide au club, dans le mandat précédent, était de 20 millions d'euros. Nous avons distribué 33 millions d'euros. L'aide, c'est l'aide à l'équipement, changer, rénover des terrains de tennis, construire des cours couverts, aménager des clubhouse, faire du relamping, l'éclairage dans les cours. On a aidé considérablement les clubs. On a été force de proposition à tous les étages pour aider nos clubs. La modernisation de l'école de tennis, avec d'un côté Olivier Le Thor, et avec son tennis couleur, et de l'autre côté Walter Gouy sur l'organisation de l'école de tennis. Mais aujourd'hui, il y a 1200 écoles de tennis qui ont adopté un système que nous avons proposé. Nous ne faisons que proposer. Et les clubs peuvent disposer s'ils pensent que c'est bien pour eux. 1200, c'est beaucoup. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les propositions que nous avons pu faire pour améliorer la vie des clubs a été entendue, a été acceptée. Et le dialogue et le partage, l'échange de bonnes pratiques, c'est un peu ma philosophie. Je dis souvent, nous, fédération, on ne sait pas grand-chose. En revanche, dans les clubs, on est capable d'avoir des idées absolument exceptionnelles que nous, on reprend et on les propose à l'ensemble des clubs. Donc toutes ces améliorations
ont amené la fédération à avoir effectivement 1 170 000 licenciés, à avoir aujourd'hui à la porte des clubs des gens qui attendent. Le paddle a fini la saison avec 70 000 licenciés. On a fait 2 licences parce qu'aujourd'hui, ce que nous apportons au tennis, nous ne l'apportons pas encore au paddle puisque c'est une pratique émergente, même si on a construit beaucoup plus de pistes de paddle. On était à 900 pistes de paddle, on est à 2200, avec un projet pour se projeter dans l'avenir à 6000 pistes en 2028. On va augmenter l'aide au club, l'aide financière au club. Tout à l'heure, je vous parlais, mandat précédent 20 millions, 33 millions, on va distribuer 60 millions au club, qu'on va orienter en fonction des besoins. On va aller au contact des clubs comme on l'a fait pour écouter les clubs. Est-ce que vous avez besoin d'emplois jeunes? Est-ce que vous avez besoin de plus d'aide pour les clubs formateurs? Est-ce que vous avez besoin d'accompagnement? On va faire preuve de solidarité aussi, de mutualisation pour les clubs. Les petits clubs qui souffrent, on va faire en sorte qu'on puisse mutualiser au minimum 2 clubs sur 3 domaines. Le domaine de l'administratif, on sait que ces clubs-là souffrent un peu sous les contraintes administratives, sous l'enseignement. On a besoin, il y a des groupements d'enseignants qui existent, on a besoin de partager les enseignants. Et le 3e domaine sont les compétitions. Les compétitions internes, quand on est un petit club, on n'a pas assez souvent de joueurs. On peut partager avec d'autres petits clubs. Voilà, il y a des tas de propositions qui sont sur la table aujourd'hui, proposées au club pour le mandat prochain. On entend votre passion, votre envie. Gilles, est-ce que vous n'êtes pas au final quelqu'un de peut-être un peu trop dur? Parlez-nous un peu de ce projet Fair Play, parce que c'est important pour rasséréner ce climat au sein de votre fédération. Alors très vite, le projet Fair Play, c'est quoi? C'est qu'effectivement notre fédération a énormément grossi dans ces 4 dernières années. On était 385 salariés, on est 500 salariés au siège, on a un chiffre d'affaires qui a augmenté considérablement, on a des événements tout au long de l'année et probablement qu'il y a eu une souffrance au travail au sein de la fédération. On l'a entendu, je l'ai entendu, avec le CSE, nous avons pris les mesures, convoqué une entreprise pour faire un diagnostic. Ce diagnostic a été interprété, encore une fois, sous l'angle négatif, mais dans le diagnostic, et je vous invite, puisqu'il est sur les réseaux sociaux, même si la diffusion tenait du pénal, c'est pas moi, c'est la société qui le disait, mais il est quand même sorti sur le pénal. Il y a 325 pages. C'est intéressant de lire que tout au début, la première remarque qui est faite, c'est que la qualité de vie au travail dans la fédération est satisfaisante et correcte. Et il y a une note qui est donnée. Cette note, elle doit varier dans toute entreprise entre 50 et 70. Elle est à 62 à la Fédération française de tennis. Ça ne veut pas dire qu'à l'intérieur, il n'y avait pas de souffrance, il n'y avait pas des choses à améliorer. C'est ce que nous avons entendu, écouté, c'est ce qui a été mis en place et ce qui a été proposé donc dans ce projet Fair Play, je ne vais pas revenir dessus, qui a été présenté donc il y a une dizaine de jours en plénière à l'ensemble des salariés et que nous allons mettre en œuvre tout au long de l'année. Donc on a écouté les recommandations. C'est un petit peu comme en tennis, on gagne des matchs. Et puis parfois on perd des matchs, mais il faut apprendre de ces défaites. Peut-être que cette croissance, on est passé à la fédération d'une TPE, d'une toute petite entreprise, à une ETI, une entreprise de taille intermédiaire. Et donc il fallait aussi qu'on digère, qu'on consolide cette croissance, et c'est ce qu'on va faire, qu'on entende et qu'on mette en place un certain nombre de mesures. L'objectif pour nous, c'est de faire appel très vite, dès maintenant, à un organisme international qui s'appelle Great Place to Work, grande place à travailler, pour faire en sorte que notre fédération soit un endroit où on ait envie de travailler. Donc on a écouté et on a mis en place l'ensemble des mesures dans le plan Fair Play. Si en 4 ans, Gilles, il y a une chose que vous avez appris, 4 années de présidence de la Fédération française de tennis, ce serait laquelle? Une chose. Ce que j'ai appris, c'est que c'est la passion qui mène aujourd'hui l'ensemble des acteurs du tennis en France. Et si c'est une autre chose que la passion, je crois qu'il faut faire autre chose. Et il faut aller peut-être dans la politique ou ailleurs, mais tous ceux que j'ai pu croiser, eh bien tous ceux-là sont des gens avec qui je parle. Je vais faire référence à un grand philosophe qui s'appelle Charles Pépin, que j'adore,
qui intervient d'ailleurs dans le tennis et qui a écrit un livre qui s'appelle La Rencontre. Eh bien, sachez que j'en ai croisé des gens sur le terrain, dans les clubs de tennis. Je n'ai fait que des rencontres exceptionnelles. Et ils partagent le moment entre une rencontre ou quelqu'un que l'on croise. Il y a certaines personnes que j'ai croisées. Je ne sais même plus qui elles sont. Et j'ai des gens que j'ai rencontrés, qui sont des passionnés comme moi de tennis, qui sont des acteurs, bénévoles dans un club, chargés de l'entretien de terre battue dans un autre club. Et ces gens-là, eh bien, c'est ce qui m'anime. Et si je dois retenir ça, et ce qui m'anime encore maintenant pour être présent sur un deuxième mandat, c'est cette passion, parce que je pense qu'on a encore tous ensemble, avec ces gens-là, beaucoup de choses à faire pour améliorer notre tennis et notre fédération. Vous m'avez devancé. Ma dernière question, c'est celle-là. Vous avez 1 minute. Je vous donne 1 minute pour convaincre que vous êtes la bonne personne pour continuer à gérer la Fédération française de tennis. Moi, ce que je dirais tout simplement, c'est que vous avez des gens dans les territoires qui sont vos représentants, tous les passionnés de tennis. Ils sont élus, ils sont délégués, ils sont au quotidien sur le terrain. Ils sont aujourd'hui en grande majorité à nos côtés. Je ne vais pas dire à mes côtés, mais à nos côtés, parce qu'autour de moi, il y a une équipe, et il y a une équipe qui s'est renforcée au fil des mois, au fil des années, parce qu'ils ont vu exactement le travail qui a été fait. Donc continuons tous ensemble, et soyons unis pour notre fédération. Le mot n'est pas innocent, le mot uni est important. Le mot notre fédération, parce que la fédération appartient à personne, elle appartient pas à Gilles Moreton, elle appartient pas à qui que ce soit, elle appartient à tous les clubs, elle appartient à tous les licenciés, au même titre que le stade Roland-Garros. Chaque fois que je reçois du monde à Roland-Garros, je leur dis bienvenue chez vous. Ce stade, il nous appartient à tous. C'est un héritage que l'on doit à certains présidents de fédération, comme Philippe Chatrier, qui a œuvré énormément, aussi à ceux qui ont construit le stade en 1928. Et je pense aussi que dans ce mandat prochain, on aura à fêter le centenaire de Roland-Garros en 2028. Et ce seront des moments importants et j'espère les vivre aux côtés de tous les passionnés de tennis. Merci à vous. Merci.